Oui, bonjour chers téléspectateurs de la chaîne MNTV, la chaîne de l'excellence. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour notre rendez-vous hebdomadaire grâce à notre émission Génération Consciente. Comme je vous le disais toujours, notre émission Génération Consciente a pour objectif justement de prôner l'instruction civique et aussi de lutter contre des anti-valeurs et faire la promotion au profit des changements des mentalités au Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours avec le même thème, intitulé les antivaleurs. Et je tiens à vous faire comprendre et vous faire savoir que nous avons sur notre plateau aujourd'hui un invité de marque, un professeur de l'université. Il s'agit du professeur Marion. Bonsoir et bonjour, professeur. Bonjour, bonjour. Voilà, donc professeur Marion, ravi de vous recevoir sur notre plateau de télévision. Eh bien, comme je l'ai dit tantôt, vous êtes professeur à la fac de droit à l'université Marien-Ngouabi. Alors, professeur, tout de suite, je voudrais avant tout passer par une question qui va peut-être vous surprendre, mais je ne pense pas parce que vous êtes tellement confortable étant assis. Alors, je voudrais avant tout commencer par cette question. C'est quoi, qu'est-ce que vous entendez par anti-valeur, professeur? Ben d'abord que c'est vrai qu'il est bon que nous commencions déjà par déblayer cette piste. Parce que si vous parlez d'anti-valeurs, c'est qu'il y a des valeurs de référence au départ. Exactement. Et alors, quelles sont ces valeurs? Et ces valeurs s'apprécient par rapport à quoi? Vous m'avez invité, je suis professeur de droit et de sciences politiques. Je suppose que vous voudriez que j'observe cette question-là par le biais de mon profil de formation ou de mon axe de prédilection. Non, en tant que professeur d'université, en tant que formateur, parce que vous avez avant tout cette vocation de former l'élite en devenir. Oui, bien sûr. Nous avons vocation de former l'élite en devenir, mais nous formons cette élite dans un contexte social et politique. Et c'est cela la bonne question, c'est-à-dire que est-ce que ce que nous considérons comme anti-valeur peut être apprécié sous tous les points de vue? Parce que si vous parlez d'anti-valeur, déjà qu'il faut créer qu'on se mette d'accord sur la population cible. Est-ce la société congolaise en général? Est-ce la jeunesse? Est-ce l'élite? Voilà, il faut qu'on se mette. Si vous voulez que je parle de tout le monde, alors je suis très à l'aise. Hein, non, mais le problème, c'est que, justement, la société congolaise en général, oui, mais plus précisément, cibler plus la jeunesse. Parce que quand on parle de l'élite, je disais tantôt, vous, en tant que professeur de l'université, j'ai parlé aussi de l'élite en devenir. Donc, je veux faire allusion à ces étudiants qui sont justement en formation dans les universités, dans les écoles et consorts. Mais vous faites bien de le préciser parce que vous parlez d'élite en devenir, c'est-à-dire que vous parlez des gens qui vont nous gouverner demain, voilà, ou tout au moins auront, à titre personnel, la charge de gouverner mes enfants et mes petits-enfants. Or, dans un tel cas, il est bon de chercher déjà à savoir quels sont les modèles de référence de cette élite en devenir. Parce que nous sommes dans une société où les gens vivent de modèles. Alors, si les jeunes que nous formons à l'université ont pour modèle social des archétypes tronqués, en ce moment-là, tout ce que nous faisons à l'université ne sert à rien. C'est là tout le problème. C'est-à-dire que, admettons que l'on parte de ce que nous constatons à la cité. Des jeunes qui n'ont aucun respect du bien d'autrui. Des jeunes qui n'ont aucun respect de la parole donnée. Des jeunes qui n'ont aucune perspective d'avenir, même à titre personnel. Parce que la perspective d'avenir, il faut déjà savoir l'organiser soi-même. Alors, qu'est-ce que nous observons? Nous observons que ces jeunes-là ont pour principal
objectif de gagner de l'argent, de rouler dans de grands véhicules, grandes maisons, et cela avec le plus de facilité possible. En ce moment-là, vous considérez cette attitude comme provenant des antivaleurs. Mais ces antivaleurs viennent de quoi? Ces antivaleurs viennent de ce que ces jeunes ont pris pour modèle des gens qui ont réussi facilement dans la vie. Des gens qui ne travaillent pas et qui profitent du relationnel, de la parenté, pour leur en mettre plein la vue. Alors, face à ce genre de situation, comment voulez-vous que l'enseignant que je suis soit à l'aise de transmettre des valeurs à ces jeunes? Parce que les valeurs que nous leur transmettons à l'université sont certes des valeurs universelles, mais ce sont des valeurs théoriques. Mais la valeur pratique, ils l'apprennent à la cité, dans leur environnement de tous les jours. C'est pour ça que je dis que vous m'avez appelé, je suis obligé d'observer cette question de par le biais de mon profil propre et de mon expérience propre. Alors en ce moment-là, je dis que nous ne pouvons pas éviter les questions institutionnelles. Hein. D'accord. Je sais que c'est gênant, hein, mais il faut bien qu'à un moment ou à un autre, que l'on arrive à établir que les valeurs de référence sont tronquées par ceux qui gèrent les institutions. Parce qu'on ne peut pas parler justement, comme vous l'avez dit tantôt, des antivaleurs sans pour autant parler des valeurs. Alors, ça veut dire justement qu'il y a des lois et des normes qui existent quelque part pour le fonctionnement ou bien pour l'organisation de la société. Absolument. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous prenons au prime abord le cas, par exemple, de l'université Marien Ngouabi, dont vous faites partie justement du corps enseignant. On dit qu'aujourd'hui, à l'université, la formation n'est plus celle que nos aînés, peut-être vous autres, avez connue hier, dans la mesure où le tout n'est presque plus pris au sérieux. Bon, alors là, vous posez une question de fond. À titre personnel, lorsque j'ai été recruté à l'université, d'abord, je suis venu, quand j'ai terminé ma formation, après avoir exercé un peu dans le milieu de la recherche en France et dans le milieu universitaire, je suis venu et j'ai choisi d'être enseignant. Je ne suis pas un fonctionnaire. Je suis un contractuel de l'université. Donc j'ai choisi d'être enseignant. Et mon dossier est passé par le canal normal, c'est-à-dire le département a apprécié et le rectorat a validé l'appréciation du département. Or, aujourd'hui, comment ça se passe? Nous avons des recrutements politiques. On nous recrute des militants à l'université, des cousins, des beaux-parents. Bon, ceux-là qui viennent à l'université parce que le politique voudrait faire le trop-plein. Parce que toutes les universités sont par essence subversives. Alors, on veut faire le trop-plein des gens qui viennent soutenir le pouvoir. Ce qui fait que, bon, ceux qui sont là, déjà quand on les recrute, ils sont déjà nommés conseillers dans des ministères, ils sont chargés de missions auprès de hautes autorités, ils ne viennent pas dispenser leurs enseignements. Alors, je profite le problème de fond, il est là. D'accord, professeur. Je profite justement de m'adresser aux téléspectateurs. Vous verrez que au bas de votre petit écran, il y a un numéro que vous pouvez appeler si vous avez à contribuer par rapport justement à cette émission. Vous pouvez poser des questions au professeur. En tout cas, il est là et il vous répondra. Alors, professeur, la dernière fois, j'ai reçu sur ce plateau les étudiants justement de la faculté de droit. Donc, ces étudiants ont révélé certaines réalités de ce qu'ils vivent là-bas. On nous parle justement de ces enseignants, des docteurs. Et ces docteurs qui se prennent, soi-disant, pour des petits dieux, c'est-à-dire, ils se disent qu'ils sont souverains. Maintenant, la question que nous nous posons, ils sont souverains par rapport à quoi et à qui? Dès lors qu'on estime que quand on est dans une structure comme l'université Marien Ngouabi, qui est pratiquement une institution, ça veut dire qu'on a un contrat avec l'institution. En ce moment-là, on doit justement respecter les lois ou les règlements.
Maintenant, pourquoi ceux-là se disent souverains? Ils sont prêts à coller 1005 0 à l'étudiant à n'importe quel moment. Bon, non. D'abord, je pense qu'il faut faire très attention à ce que vous entendez de par-ci, par-là. Lorsque un enseignant se dit souverain par rapport à l'enseignement qu'il dispense, cela veut dire que nous avons une franchise universitaire qui nous autorise à être responsables du contenu de notre enseignement. Bien entendu, nous n'inventons rien. Les étudiants, surtout aujourd'hui avec l'accès à Internet, les bibliothèques numériques, en réalité, il est très difficile à un enseignant de venir raconter n'importe quoi aux étudiants parce qu'ils ont les moyens de faire des recherches et de lui apporter la contradiction. Ce qui veut dire que cette franchise universitaire que nous avons, nous autres enseignants, il faut quand même l'apprécier dans un cadre vérifiable. Maintenant qu'un enseignant se dise il est souverain par rapport à la note qu'il donne, ça aussi, il faut faire très attention. Parce que les notes, lorsqu'on corrige les examens, les copies sont anonymes. Donc, sauf extraordinaire, on ne peut pas savoir à qui l'on donne telle ou telle note. Et il y a un jury. C'est-à-dire que nous corrigeons, nous ramenons les copies au niveau de l'administration universitaire, facultaire, donc, et après les documents, c'est l'administration qui transpose les notes sur les fiches. Et les fiches sont envoyées au niveau du jury. Bon, naturellement, le jury est théoriquement souverain. Je ne vois pas dans ce cas-là comment un enseignant peut dire oui, je vous colle une note telle que vous voulez. Surtout qu'en fac de droit, depuis un moment, nous faisons ce qu'on appelle les oraux écrits. C'est-à-dire que l'oral, ce n'est plus un étudiant face à l'enseignant. Il peut le voir, il le reconnaît, s'il est contre lui, il lui file une mauvaise note. C'est pas comme ça. On leur colle des exercices d'une heure de durée, mais très légers. Et c'est aussi anonyme. Vous voyez, donc on dit beaucoup de choses et rien à la fois. Je ne dis pas que tout est bon dans le meilleur des mondes à la faculté de droit, mais je dis qu'il y a quand même, il faut faire très très attention. Un étudiant, quand il réussit, il est très content. Quand il échoue, alors il trouve des raisons. Mais cela dit, et ça j'attire l'attention de mes chers collègues, il y a aussi que le fait que nous sommes dans une société où les parents, et ça nous ramène, je préfère revenir là, à l'objet de notre rencontre, les parents n'ont plus de valeur de référence. Alors, les parents interviennent dans la vie estudiantine de leurs enfants. Il y a des enseignants qui n'ont pas suffisamment d'assurance et reçoivent les visites des hommes politiques. Oui, qui font du trafic d'influence. Et en ce moment-là, bon, dès lors qu'ils sont recrutés par des critères qui ne sont pas des critères que je considère comme normaux, ben alors il y a, on peut observer de ce qu'il y a des interventions, il y a quand même des entorses à nos règles traditionnelles. Vous avez des enfants, par exemple, qui viennent... J'ai plus de 30 ans d'enseignement, mais je n'avais pas remarqué ça auparavant. Des enfants qui viennent avec des voitures et chauffeurs. Les chauffeurs les attendent dans les voitures. À la fin du cours, ils les ramènent. Mais c'est des chauffeurs qui sont payés par l'État. Et quand on vérifie bien, c'est le chauffeur de son père. Ou quelquefois le garde-corps de son père qui l'accompagne à l'université. Moi, je pense que, à mon avis, il faut voir le problème par ce biais-là. Parce que l'universitaire vit en société, il a des besoins sociaux. Et il a des besoins plutôt plus ou moins symboliques aussi. Alors, si le politique fait du trafic d'influence, face à nos jeunes collègues qui viennent de rentrer, qui n'ont pas beaucoup d'assurance, c'est normal que vous observiez ces dérapages.
Ok, professeur, il y a... Donc nous sommes tous responsables. D'accord, nous sommes tous eux les responsables. premiers, parce que c'est eux qui nous envoient de la mauvaise graine à l'université. On s'efforce à les cadrer, à faire de telle sorte qu'ils endossent quand même les habits universitaires. D'accord, professeur. Cela dit, je ne suis pas parfait. Ok, d'accord. Vous n'êtes pas parfait, évidemment, c'est tout à fait naturel. Alors, il y a aussi, de l'autre côté, c'est vrai, on parle des enseignants, mais on doit aussi parler des étudiants. Mais soi-disant, c'est toujours soi-disant, parce que je pense au conditionnel, avec beaucoup de pincettes, on dit qu'il y a des étudiants qui s'organisent de la sorte que, à l'approche des examens, il peut avoir qu'il y ait un groupe des étudiants qui essaie de collecter un peu d'argent, déjà penser à rencontrer ceux qui sont censés surveiller les examens. Alors, à ceux-là, quand ils reçoivent cette somme d'argent, ils ne surveillent plus les étudiants, mais ils surveillent plutôt le mouvement des enseignants. Ceci, c'est pour permettre justement aux étudiants de se communiquer. Est-ce que cela est-il vrai? Ben, vous êtes en train d'approcher la vérité. C'est-à-dire que le tort que vous imputez aux enseignants n'est pas forcément imputable aux enseignants, parce que l'enseignant, lui, prépare le sujet, et il y a une administration qui est chargée de surveiller les examens. L'enseignant passe de temps en temps parce qu'il est quand même responsable du bon déroulement de l'examen. Bon, maintenant que les étudiants collectent une certaine somme d'argent pour corrompre le personnel de l'administration surveillante, bon, déjà, est-ce que c'est des étudiants boursiers? Parce que si je m'en tiens au montant de leur bourse, ils n'ont pas les moyens de le faire. Ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire que nous avons de plus en plus de fonctionnaires, notamment de la force publique, qui s'inscrivent à l'université et qui nous apportent les antivaleurs que nous observons dans la force publique à la cité. La fac de droit forme des OPJ, c'est-à-dire les officiers doivent avoir quand même une base juridique, et donc on reçoit beaucoup de policiers. Ça veut dire que ces pratiques-là... ça existe, non? C'est des pratiques qui existent, hein, j'en étais témoin moi-même. Ça existe. D'accord. Alors, mais ce n'est pas le fait des enseignants. Okay. C'est le fait du trop-plein de fonctionnaires, à mon avis. À l'époque, la faculté de droit avait un service de correspondance où les fonctionnaires recevaient leurs cours polycopiés et nous les gérions autrement. Aujourd'hui, ces fonctionnaires sont mêlés à nos jeunes étudiants. Et ils amènent au niveau de l'université des pratiques qui n'existaient pas à l'université. Le problème, il est là. Ok, professeur, on va avoir un peu le cas de la corruption. Aujourd'hui, on constate dans nos administrations, que ce soit au point de vue dans les administrations publiques ou même dans les sociétés privées, on constate qu'il y a des mauvaises pratiques. Quelqu'un qui arrive, qui veut bien solliciter un boulot, eh bien, pour des raisons que nous ignorons, celui qui est censé recevoir le dossier, il vous dit d'accord, mais vous devez savoir que c'est difficile parce que pour que cela arrive jusqu'au ministre, il faut au moins traverser 4 à 5 à 10 à 12 portes. Eh oui. Alors, professeur, est-ce que cela, à votre époque, cela existait comme ça, ou bien c'est parce que de nos jours, les gens sont plus animés par les envies, cherchent à beaucoup gagner ou à gagner de la facilité, alors que lorsque quelqu'un vient de poser le dossier, c'est son droit. Bon, là vous parlez, vous êtes certainement la bonne personne, étant donné que j'ai été directeur de cabinet à la fonction publique, ministère de la fonction publique sous le MONO, et j'ai été également directeur de cabinet à d'autres ministères après le MONO. Qu'est-ce que l'on observe en réalité du point de vue de par mon expérience personnelle? Il fut un temps où dans l'administration on trouvait des fonctionnaires, c'est-à-dire que des gens qui étaient dans des cabinets ou dans l'entourage des ministres parce que fonctionnaires. Après la conférence nationale, je ne sais pas par quel par quel texte, les ministres ont pris l'habitude de s'entourer de décisionnaires. C'est-à-dire qu'un ministre
il est nommé ministre, il amène autour de lui des gens qui ne sont pas forcément fonctionnaires de l'État. Oui. Son petit cousin qui est au protocole, le petit frère de sa femme qui est chauffeur, un autre cousin qui est au chef du secrétariat, etc. Ceux-là ne sont pas fonctionnaires. Ils sont payés par ce qu'on appelle les menues recettes du cabinet, comme si le cabinet était une administration chargée de collecter des finances. Et naturellement, comme le cabinet n'a pas d'argent pour les payer, ils s'organisent. Ils se font payer. Mais ça, au vu de tout le monde, en réalité. C'est parce que ceux qui dirigent l'État laissent faire. D'où vient-il qu'un ministre, parce qu'il est nommé, doit amener sa cohorte tribale ou familiale dans l'administration? Et d'où vient-il que l'administration se débrouille à payer des gens autrement que par le billet du Trésor et du ministère des Finances avec bulletin de paye? Parce que ce que vous posez, en réalité, est un problème fondamental. Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui sont payées en numéraire dans notre pays? Du sommet à la base. Les députés sont payés en numéraire. Les directeurs du cabinet sont payés en numéraire. Les membres du cabinet sont payés en numéraire. Il y a tellement de l'argent liquide qui circule dans les sphères de décision que là où circule l'argent liquide, avec trop de facilité, on trouve de la corruption. Vous posez là des problèmes de fond par le biais de la corruption, mais en réalité, c'est un problème qui tient de l'organisation de l'État. Payer 3, 4, 5 millions aux gens en numéraire, non imposable. Mais celui à qui vous donnez 5 millions, s'il est fonctionnaire, il a pour salaire de base à la fonction publique peut-être 250 000. C'est-à-dire vous lui payez plus de 10 fois son salaire, mais en liquide. Quand il est payé, lorsque le bonhomme qui paye apporte le sac, mais le garde du corps est à côté, il voit le chef prendre des paquets d'argent en liquide. Mais qu'est-ce que vous voulez que le garde du corps fasse? Ça veut dire que vous-même, comme vous étiez DIRCAB, ça s'est passé de la sorte alors? Lorsque j'étais directeur de cabinet, sous le Mono, ça ne se passait pas comme ça. Mais lorsque je suis devenu directeur de cabinet après la guerre, au ministère de la Reconstruction, ça se passait comme ça. Et vous étant aussi justement, ça veut dire que quand j'étais dans le système... C'est pas un problème de complicité, c'est un problème d'organisation de l'État. Lorsque j'étais directeur de cabinet au ministère de la Fonction publique, je gagnais 45 000 francs d'indemnité, payés par le ministère des Finances. Il y avait un bordereau. Lorsque je suis devenu directeur de cabinet au ministère de la Reconstruction, je partais toucher de l'argent en numéraire quand j'avais le temps au secrétariat général de la présidence de la République. Et quand j'en avais pas le temps, il y avait un préposé qui m'emmenait de l'argent en liquide dans mon bureau. Et là, c'était pas 45 000, c'était 1 650 000. Et vous acceptiez quand même? Mais pourquoi? En sachant que non, c'était pas normal. Non, le problème n'est pas là. Le problème, c'est pas que j'accepte, c'est pas la corruption là. C'est-à-dire qu'au niveau de l'État, on a décidé de passer de 45 000 francs d'indemnité pour la même fonction, mais assorti d'un document administratif, à 1 650 000 d'indemnité pour la même fonction, mais non assorti d'un document administratif. Vous comprenez? C'est là le problème. Et en ce moment-là, qui est responsable? C'est le ministre des Finances, c'est le gouvernement, c'est le président de la République. Oui, mais parce que même à leur niveau, ils sont payés de la même façon. C'est ça le problème. C'est pour ça que je dis que c'est un problème, vous posez là un problème institutionnel. La corruption, elle est institutionnalisée par ce biais-là. C'est pour ça que c'est peut-être même pas un fait exprès. C'est un problème technique, donc de méthode. Mais l'État obéit à une méthode d'organisation.
Organisons-nous en respectant les méthodes classiques d'organisation de l'État. D'accord, professeur. Alors, nous avons le cas, par exemple, le non-respect des instructions données par des institutions constitutionnellement reconnues. Aujourd'hui, je fais allusion au cas des documents, de la gratuité des documents d'état civil, les documents de voyage, et aussi je veux voir l'aspect de la gratuité de la césarienne et consorts. Mais malheureusement, quand nous arrivons sur le terrain, c'est pas le cas. Certains médecins, pour le cas de la césarienne, disent que non, voilà, mais voilà, si c'est le cas, allez-y dire au chef de l'État de venir le faire à ma place. Et quand vous allez du côté de ceux qui sont censés établir les passeports, naturellement, certainement le directeur n'est peut-être pas inclus là-dedans, je ne sais pas trop, mais il y en a tellement de ceux qui aujourd'hui bouffent de l'argent, les centaines de mille pour un carnet de passeport, alors que ça a été décrété gratuit. Que pensez-vous par rapport à cela? Parce que là, ceci, on peut considérer ça comme étant de l'incivisme. Ce n'est pas de l'incivisme à proprement parler dans le sens premier du terme. Parce que vous savez qu'une administration doit avoir un budget de fonctionnement. Et je suppose qu'auparavant, ces petites administrations tiraient leur budget de fonctionnement au plan local, des recettes de ces documents administratifs. Je prends par exemple le cas de ce qui se passe au niveau du ministère de la Justice. Casier judiciaire, certificat de nationalité. Alors, ces petites structures administratives, je pense, fonctionnaient grâce à cela. Au sommet, on dit, bon, gratuité, mais les a-t-on dotés d'un budget qui remplace les recettes qu'ils tiraient de ces activités-là? Je pense que le problème est là. Souvent, le président de la République prend des décisions. Bon, est-ce que c'est parce que les gens rédigent à la hâte ces discours? Je ne sais pas. Mais il prend des décisions, mais est-ce que ces décisions sont sous-tendues par des études de faisabilité? Là, je ramène le problème de la césarienne. Bon. Je suppose que l'activité hospitalière impose un certain nombre de contraintes en termes d'heures de permanence, qui suppose heures supplémentaires. Là, c'est l'ancien directeur de cabinet du ministre du Travail qui vous parle. Lorsque un travailleur est payé pour faire 8 heures, lorsque vous lui imposez 9 heures, vous devez lui payer l'heure supplémentaire. Vous comprenez? Lorsqu'un travailleur est astreint à une tâche, lorsque vous l'amenez à accomplir d'autres tâches, vous devez lui trouver compensation au titre d'indemnité. Mais est-ce que le fait d'avoir décidé au sommet que désormais tel acte deviendra gratuit, que systématiquement on a trouvé les moyens compensatoires? Je pense que le problème, il est là. Le président de la République, certainement de bonne foi, prend des décisions, mais est-ce que ces ministres ont fait le travail? Je crois que le problème est là. Et ça apparaît comme de la corruption au niveau de la base, parce que il faut bien que ceux-là qui sont à la base travaillent. Il faut bien qu'ils accomplissent leurs heures supplémentaires. Il faut bien qu'ils se fassent payer. Alors, pour que le service fonctionne, ils se font payer. Mais ça, c'est simple. Au niveau de toutes les administrations, il y a des chefs d'administration qui font rapport. Il y a des gens qui sont là au niveau des administrations pour évaluer la manière dont l'administration fonctionne. Excusez, professeur, il y a un téléspectateur qui est au bout de la ligne. On va le prendre. Allô? Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Barham. Ok, est-ce que vous pouvez vous reculer légèrement de votre poste récepteur, s'il vous plaît? Ok, avec plaisir. Merci. Votre question ou votre contribution? Bon, j'aimerais poser la question à l'ancien ministre, à l'ancien chef ministre du cabinet, je ne sais pas quoi, Bon, j'aimerais lui poser la question pour la césarienne. Si la décision de la césarienne a été prise par le gouvernement, n'est-ce pas?
Si cette décision a été prise par le gouvernement, donc cela a été entendu à tout le gouvernement et à tous les ministres. Est-ce que vous pouvez vous retirer légèrement ou diminuer carrément le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît? Okay. Là, je parle en son temps. Oui, là c'est bon maintenant, merci. Allez-y. Donc, je disais la question de la césarienne, les passeports, permis de conduite, tout ce qu'on a dit qu'on devait donner aux gens gratuitement a été pris par le gouvernement ou par le président de la République. Donc c'est la question. Cette décision a été prise par le gouvernement, par le président de la République ou par les ministres seulement. Merci. Donc merci pour votre question. Professeur, la balle est dans votre camp. Ça aussi, il faudrait que nous, Congolais, apprenions comment fonctionne l'État. L'État, c'est une structure, c'est une institution, et ce n'est pas parce que le président de la République a dit que systématiquement, les administrations s'adaptent automatiquement. Non, le président de la République a dit, je suppose qu'au Conseil de ministres, il a instruit ses ministres. Et les ministres doivent à la base prendre des dispositions pour que ce qu'il a dit se réalise. Si ça ne se réalise pas, ça veut dire que le ministre n'a pas pris des dispositions pour que ça se réalise. Or, l'administration a une routine de fonctionnement. La routine du fonctionnement de l'administration fait que l'administration se trouve le moyen d'auto-fonctionner. Sinon, elle se bloque. Je crois que le problème est là. Bon, c'est pour ça que je me posais la question de savoir tout à l'heure si est-ce que certaines décisions, certaines déclarations du président de la République sont le fait de ce qui rédige son discours, ou bien c'est une décision mûrement réfléchie au niveau du gouvernement. Parce que ce n'est pas le cas unique. Ce n'est pas la première fois que l'on a l'impression que le président de la République a dit une chose et qu'à la base, ça donne des effets pervers. Ça veut dire qu'il y a un problème. Bon, maintenant, moi, si vous posez le problème au politologue que je suis, à celui qui est chargé, habitué à étudier les institutions, je vous dis qu'il y a un problème de processus décisionnel. Nous sommes dans une situation où le président de la République trône, il a des collaborateurs au gouvernement et ce gouvernement n'a pas de coordination. Excusez, professeur, il y a un téléspectateur qui est au bout. Oui, allô? Bonjour. Bonjour, comment vous appelez? Oh, c'est monsieur Moukba. D'accord. Votre question? Non, naza vraiment surpris na koyoka makambo boye ya makambo na tikala koyeba surtout na baministère de l'État. Mais j'ai vite compris que même le président n'a plus à l'entourer na batraite. Hein? Comment? Quelle corruption? Atambolaka na mboka boye. Vraiment, soki tozokende boya koboma mboka. Biso moko tokomoninga toboma mboka boye, est-ce que eza malamu? Mais vraiment, on a apprécié papa Oyo et Azolobo. Vraiment, ce qui est toujours qu'il y a dit que ça, la paix dans mon explication, il y a mon petit capouille. Et bien, madame, vous êtes on n'a pas na oba, bandia, bana, basito, mais basa la casse. Et bango, bazo, placer des cas, patona, blanco, patona, blanco. Merci beaucoup. Alors, professeur, on continue. Vous disiez qu'il y a, vous, en tant que politologue. Oui, je dis qu'il y a un problème de processus décisionnel. Ça veut dire que, tel que fonctionnent nos institutions, il y a comme une rupture au niveau du processus décisionnel. C'est-à-dire que le président de la République, qui trône au sommet de l'État, peut décider d'un certain nombre de choses, mais le feedback... Excusez, professeur, il y a encore quelqu'un au bout de la ligne. Ne marche allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous appelez comment? Je m'appelle monsieur Roudny. Merci. Votre question? Oui, je voulais poser la question à monsieur l'ancien directeur de l'an. Oui. Oui, mais monsieur le directeur, je voulais revenir un peu sur la question en ce qui concerne le numéreur
Comme vous avez dit, les députés, on les paye de façon numéraire. Vous pouvez m'expliquer parce que je n'ai pas compris. Et comment est-ce que, dans la logique des choses, comment on doit payer un député, y compris les directeurs. Merci, monsieur. Alors, comment on doit payer les députés? Comment on doit payer les directeurs? Oui, mais justement, c'est cela, c'est-à-dire dans un État normal. Dans un État normal, on ne paye pas les gens en numéraire, surtout lorsque les sommes sont très importantes. Normalement, toutes ces indemnités doivent être imposables. Vous savez que chez nous, l'impôt est perçu à la source. C'est-à-dire quand on paye un fonctionnaire, il y a les IRPP, etc., qu'on retire. Mais lorsqu'on paye des députés, des directeurs de cabinet, des ministres, en numéraire, mais on ne perçoit rien, l'État ne retient rien. C'est de l'argent frais qui sort. C'est de l'argent frais qui sort. C'est ça, à mon avis, la source de la corruption. Regardez, il y a eu le drame du 4 mars. On s'est promené avec des cartons d'argent, on a appelé des gens et on dit on donne 3 millions à chacun. Mais ça ne se fait pas. Normalement, ça ne se fait pas. Tout ça est source de corruption. Lorsque vous jetez comme ça beaucoup d'argent en numéraire, sans véritable contrôle, eh bien écoutez, à quoi vous voulez vous attendre? Après vous vous rendez compte que vous n'aviez pas payé les bonnes personnes. Mais l'argent est sorti en liquide. Alors, professeur, il faut arrêter avec ces pratiques-là parce que ce que vous dénoncez, la corruption en réalité devient endémique lorsqu'il y a trop d'argent incontrôlé qui circule dans la société. À ce moment-là, on a comme ça là, de manière tout à fait latente. Ok, professeur, il y a un téléspectateur. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous appelez comment? Oui, moi c'est M. Palomé. Essayez de vous reculer légèrement de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Oui. Oui, allez-y. Oui, c'est M. Palomé. Oui. Je suis l'ancien directeur là et je suis très content de ce qu'il est en train de... Là, on est en train de comprendre comment fonctionne l'État. Merci. Je voudrais revenir un peu sur les décisions que prenne le président. Moi, je dis le président parce que c'est lui qui passe à la télé officiellement. Il dit la césarienne gratuite, les passeports gratuits, le kilowattheure du courant doit changer. Et ça, c'est vrai, mais quand on est sur le terrain, dans la réalité, on ne voit rien. Et les factures du courant continuent à monter et le kilowatt. Comment on peut comprendre comment acheter de l'électricité? On avait le même prix du kilowattheure. Et quand le Congo produit lui-même de l'électricité, et ce courant-là, ce kilowattheure-là ne change pas. Et le président est là, il dit rien. Et quand on pose la question à son ministre, il dit que non, ça ne devait pas se faire comme ça. Il est mal conseillé, bien il veut amuser la galère. Donc, le directeur aussi peut nous expliquer cela, ça va nous faire plaisir. Merci. Merci beaucoup. Alors, professeur, voilà, il y a tellement, ça anime tellement des gens. Alors là, il veut que vous lui expliquiez pourquoi, apparemment, je ne sais pas si vous avez compris la question, mais je crois que c'est toujours dans la même lancée, hein, la manière dont vous êtes en train d'expliquer les choses, quoi. Bon. Moi, je pense, hein, il faut, si je résume toutes les questions qui sont posées ici, c'est toutes ces questions ont trait au malfonctionnement de l'État. C'est-à-dire que les gens se demandent comment se fait-il que le président prend de si bonnes décisions et que, à la base, ces décisions sont perverties. Celui-là a parlé de l'électricité, l'autre avait parlé de la césarienne. Et les passeports, les passeports, etc. Prenons le cas de l'électricité. Là aussi, parce que
on nous a habitués à manger de la propagande. Au sortir de la guerre, c'est vrai que tout était délabré, il n'y avait pas de courant. On nous a vendu une propagande sur Mboulou. À partir d'une certaine année, plus de problème d'électricité. Mboulou est fini, on constate que il n'y a pas de courant. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah non, mais les armoires ne sont pas conformes à l'électricité envoyée par Mboulou. Et concrètement sur le terrain, on constate que les câbles qui doivent conduire l'électricité de Mboulou ne sont pas conformes aux câbles qu'on utilisait auparavant. Mais bon Dieu, mais on aurait dû faire des... Je suppose que lorsque l'État investit, il y a des études de faisabilité, on tient compte de tout ça. Mais quand on constate qu'effectivement, ça ne marche pas, mais il n'y a pas de responsable. Personne n'est sanctionné là-dessus. Je crois que là aussi, la question que les téléspectateurs se posent, c'est aussi que, mais pourquoi, lorsque l'on constate autant de perversions, personne n'est sanctionné? Il y a aussi, professeur, sans pour autant vous couper la parole, il y a aussi le problème des logements, les logements de la zone de Wenzé. On constate sur le terrain que il y a finalement les entrepreneurs, pour certains travaux, ils n'ont pas pu finir, soi-disant parce qu'il y a un problème de matériel, il n'y a plus d'argent. Alors, et dans tout ça, les gens se posent des questions, les pauvres, de savoir, mais pourquoi et comment se fait-il que l'État engage une procédure comme celle-ci, qu'à la fin, même pas la fin du tout, mais on dit déjà qu'il y a rupture de matériel, il n'y a plus d'argent, tout ça, c'est des problèmes. Bon, mais ça aussi, bon, vous n'allez pas dire que c'est le fait de la corruption. Je ne suis pas certain. Je pense qu'il y a un problème d'organisation. Il y a eu un drame dans ce pays. Le gouvernement a pris conscience de ce drame, puisqu'on en a parlé à profusion. Un an est passé. Et je parle parce que je suis aussi concerné. Ma maison a été touchée. Alors, on constate que les dispositions, les mesures sont prises, on ne sait pas à quel niveau. Mais est-ce que cela ne tient pas de l'organisation de l'État? Mon Dieu, comment se fait-il, dans quel pays a-t-on vu un gouvernement en place, mais toutes les attributions concrètes sont confiées à une administration qu'on appelle les grands travaux? Il y a un ministère de la construction et de l'urbanisme. À mon sens, lorsque un drame aussi important que celui du 4 mars se produit, où il faut, qui a défiguré le paysage, où il faut transporter des familles en dehors de leur périmètre d'origine, c'est-à-dire créer de nouveaux quartiers, ça pose un problème d'urbanisme. Il y a un schéma, il y a un plan directeur de la ville de Brazzaville qu'il faut modifier, il y a le schéma directeur qu'il faut... Là aussi, je parle parce que j'ai été directeur de cabinet au ministère de la Construction. Donc, en fait, il y a un préalable législatif qui est là. Le plan directeur de la ville de Brazzaville a été modifié. A-t-il été modifié? Non, puisqu'au Parlement, on n'en a même pas débattu. On va transporter 5000 familles à Kintélé. Mais on considère que non, le plan directeur de la ville de Brazzaville n'a pas changé. Et on considère que ce n'est pas à proprement parler le problème du ministère de la Construction et de l'Urbanisme. C'est le problème de la délégation générale des grands travaux. Mais de qui se moque-t-on? Le problème vient de là. Faisons fonctionner l'État normalement. Mais on ne fait pas fonctionner l'État normalement. On donne un surcroît de travail à une administration qui, au demeurant, doit être modifiée parce que une partie de cette administration est devenue ministère, mais qui continue de fonctionner comme si elle était une administration rattachée à la présidence de la République. Bon, mais c'est ça qui crée le bordel. Ça ne va pas. Et le monsieur qui pose le problème a parfaitement raison. Ça ne va pas. Ok, ça ne va pas. Comme je disais tantôt que cette émission, nous ne faisons pas de la politique. On n'est pas là non plus pour
prêcher pour tel ou tel parti politique ou bien incriminer tel ou tel parti politique ou tel individu. Cette émission a pour objectif de prôner l'instruction civique. C'est pourquoi l'instruction civique ici, c'est tout ça. C'est-à-dire savoir c'est quoi la République, c'est quoi l'État, c'est quoi ceci. Il y a tous ces thèmes-là qu'il faut que aujourd'hui, à partir de cette émission, à travers cette émission, que la jeunesse congolaise ou la société congolaise puisse désormais connaître, être au courant comment ça se passe, comment ça fonctionne. Malheureusement, vraiment, ça a tellement été bien puisque beaucoup ont cherché à nous joindre. Malheureusement, le temps fait défaut. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin donc de cette émission. Alors, pour finir, on ne peut pas ou ne pas partir sans pour autant dire merci au professeur qui nous a fait honneur de répondre à notre invitation. Il serait souhaitable qu'à l'avenir, si le professeur pourrait encore avoir un peu de temps, repasser sur notre plateau, ça serait une très bonne chose. Et pour finir aussi, je voudrais dire merci à notre celui qui était à la régie, donc monsieur Rishi Funande.